Ladji Doucouré, bonjour, bonjour. Bienvenue au petit déjeuner de Devenir pour agir au Lutetia Paris 6e. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation, d'autant plus que vous êtes le premier invité de la saison de Devenir pour agir. Un très grand merci. De rien, c'est un honneur pour moi d'être le premier tout simplement et puis commencer l'aventure avec vous. Commencer l'aventure, exactement. Alors pour commencer l'aventure, pour commencer peut-être cette course, si je puis dire, la première question que je vous poserai, tout simplement, c'est de vous présenter et de raconter votre parcours. Simplement, votre parcours. D'accord, je vais essayer de raconter mon parcours sans barrière. Sans barrière. Voilà, je suis un ancien athlète de haut niveau. Je m'appelle Ladji Doucouré, j'ai 37 ans, je suis né le 28 mars 1983 à Juvisy. Je viens de la banlieue sud de Paris. J'ai des parents originaires du Sénégal et du Mali. Je suis français, né ici. J'ai eu une carrière assez complète. J'ai eu la chance de pouvoir faire 3 fois les Jeux Olympiques, être double champion du monde, double champion d'Europe, et ainsi de suite, sur 110 mètres haies et sur 4 fois 100 mètres, et anciennement décathlonien. Je ne sais pas si j'ai été assez linéaire, mais j'ai pour habitude de passer quelques barrières. Quelques barrières, mais vous les avez passées vraiment, vous les avez bien passées en tout cas. Votre parcours est inspirant. Votre parcours est inspirant puisque vous venez vous-même de le dire, vous avez passé quelques barrières. Dans votre carrière de sportif, champion du monde, champion de France, etc., quelles pourraient être pour vous les grandes difficultés que vous avez dû affronter? Moi, beaucoup. Après, ça dépend de la personne. Tout simplement, moi, je dirais que ça a été assez difficile pour moi d'abord d'accepter d'être un sportif de haut niveau. Parce qu'il faut l'accepter. Il faut l'accepter, ouais. Donc, de pouvoir être un exemple, sachant que nous, on cherche toujours à trouver des exemples. Et de soi-même être un exemple, ça a été difficile pour moi en premier temps. Qu'est-ce qu'un exemple pour vous? Un exemple, c'est d'être quelqu'un d'exemplaire. Oui. C'est-à-dire, l'image du sportif de haut niveau, c'est voilà, corps sain, esprit sain, pas de débordement, un peu lunaire, mais dans son côté, dans sa vie, casanier, tout ça. Et alors que j'étais un peu foufou, rieur, on peut l'être en fait. Sauf qu'on a une image assez carrée, rectangulaire, assez, je sais pas si on peut dire, triangulaire, assez figée, je dirais. Et on n'a pas envie d'être comme ça, parce qu'on a envie d'être comme tout le monde, sauf qu'on n'est pas tout le monde. Et notre rythme de vie est différent, il fallait l'accepter, accepter d'être un exemple, accepter de pouvoir s'exposer à la presse pour donner envie aux plus jeunes d'en faire, parce que nous-mêmes on a été happés par cette envie quand on voyait les plus grands, et ça pour moi au départ c'était difficile. Oui, et comment vous a, cette vocation de sportif, comment est-elle née? Parce que dès le début, dans le ventre de votre maman, vous aviez déjà les aptitudes. Tout simplement à l'école, j'ai rencontré des éducateurs, entraîneurs, qui m'ont plus ou moins détecté, qui m'ont plus ou moins transmis cet amour de l'athlétisme. À la base, très sincèrement, je voulais faire du foot comme tous les gamins de quartier. J'étais un suiveur, tout simplement. J'étais pas forcément super fort en sport, super fort au foot surtout. Et à l'école, mais j'étais dans le mou. J'étais un suiveur. Un suiveur. Pas un mouton, un suiveur. Donc je savais me détacher du lot, mais j'aimais bien être dans le moule. Et un détecteur, un entraîneur m'a dit viens faire un peu d'athlétisme, tu cours assez vite, il faut que tu complètes l'équipe. Et moi les sports d'équipe et les challenges comme ça me bottait. Et puis je pensais être beaucoup plus malin, donc apprendre à courir plus vite pour aller dans le foot, pour revenir dans le foot, être meilleur et enfin être peut-être leader du groupe. Et en fait j'ai été aspiré par cette spirale nouvelle avec d'autres codes, d'autres règles, la mixité, la complicité entre hommes, femmes. Il y a une complicité dans le sport. Dans le sport, ouais. Et surtout en athlétisme, il y a une telle diversité que tu t'ouvres à d'autres choses. Je dirais pas que le foot c'est assez fermé, mais c'est vrai que par exemple tu joues contre gamins de ton âge. En athlé, tu peux t'entraîner avec des gens beaucoup plus âgés que toi, ou beaucoup plus jeunes, d'un autre sexe, d'un autre univers, et du coup ça m'a vachement ouvert. Et j'ai kiffé
fait. Oui, c'est ça. Mais alors, je reviens sur ce que vous venez de dire. Le jour où votre entraîneur est venu vous voir et vous a finalement donné, en tout cas, cette possibilité de devenir un sportif de haut niveau, pour vous, c'était une certaine reconnaissance. C'est Est-ce clair. qu'il y a eu une confiance en vous à ce moment-là? Non pas que vous n'aviez pas confiance en vous avant. Comment l'avez-vous Bah, en vécu fait, voilà, ce jour-là? moi je dirais que le fait d'avoir l'habitude d'être dans le moule, ça, ça, te, ça te sécurise parce que tu es comme tout le monde. Mais à un moment, tu as ton ego, le bon côté de l'ego, je dirais, qui demande à ce que tu sois un peu différent. Et quand on vient te voir et on te pointe du doigt en te disant ah, toi, c'est pas mal ce que tu fais, comme un professeur qui vient qui te dit prenez exemple sur tel élève parce que là il a essayé de ça, c'est pas super ou c'est super, mais il te pointe du doigt à un moment, tu te sens considéré. À partir du moment où tu te sens considéré un peu différent, tu peux prendre confiance en toi. Donc quand c'est bien valorisé comme ça, et l'entraîneur, donc l'éducateur qui est arrivé, il m'a dit tu cours bien vite, tu n'es pas le meilleur, mais c'est pas mal ce que tu fais, et je te voudrais dans notre équipe pour représenter. J'étais dans une période où on cherche à représenter quelque chose, on cherche son identité, surtout quand on est au collège, représenter le collège et l'équipe du collège pour aller à un championnat régional et un championnat de France. Donc, et là, le fait d'être pointé, tout d'un coup, tu te lèves et tu te dis pourquoi pas. Vous dites on cherche notre identité. Ah, Le cercle de Venir pour agir, c'est vraiment un cercle d'anthropologie, donc l'identité, l'humanité. Le fait d'être devenu sportif, est-ce que vous avez trouvé votre identité? Moi, je pense, ouais. Mais en tout cas, je pense que le sport. Qui êtes-vous? Je ne sais pas si j'ai terminé de savoir qui j'étais. C'est génial. Parce que je pense que toute la vie, on est en train de se chercher. On peut bonifier, des fois, malheureusement, on ne bonifie pas notre identité, mais on est là en fait pour essayer de bonifier à chaque fois. Et notre identité peut changer au fur et à mesure du temps, je pense. On n'est pas figé. Elle évolue. Elle évolue, voilà. Elle évolue. Et je dirais que j'ai commencé en tant que petit gamin de banlieue, très frileux et un peu suiveur, et voilà, simple, je dirais, au garçon représentant la France, la grande France internationale sur des compétitions d'athlétisme. Et puis j'ai l'impression que je deviens plus un espèce de ambassadeur du sport, donc pas que de l'athlétisme, ambassadeur du sport français à l'étranger, en France, dans tous les univers, et du coup je change un peu, même si ça reste plus ou moins dans le même cercle, mais en tout cas moi personnellement je trouve que voilà, j'ai vachement appris sur moi, je m'exprime beaucoup plus, j'arrive à me lâcher en face des gens, j'ai peut-être un outil que j'avais pas exploité, c'était le rire facile ou l'approche facile. Quand j'étais plus jeune, j'étais très timide. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise parce que j'ai plus confiance en moi. Et puis si ça plaît pas, c'est pas grave. Puis on l'a vu avec Danse avec les stars. En fait, vous êtes lâché d'une manière. Pourtant, la timidité. Au départ, j'étais plutôt le petit Ladji. C'est ça. Et puis tout d'un coup, boum. Et là, c'est le grand Ladji. N'hésitez pas, votre café va être. Mais je voudrais. Est-ce que vous pourriez témoigner d'un seul fait? Pour vous, le plus grand obstacle de votre carrière, que vous avez eu une difficulté peut-être aussi à mener, parce que je sais que beaucoup de jeunes nous écoutent. Et je crois que les obstacles, je dirais, il ne faut pas le prendre comme un obstacle, mais comme un levier pour avancer. Est-ce que c'est votre cas? C'est clair, il ne faut pas prendre ça comme une... je fais une discipline où on passe des barrières. Les barrières ne sont pas infranchissables. J'en passe régulièrement 10, j'en passais. Sur un 110 mètres, il y en avait 10, donc on essayait de faire en sorte de ne pas s'arrêter devant la barrière. Oui, c'est ça. On savait que tôt ou tard, il y allait avoir une autre haie à franchir, une autre barrière. C'est ça. En fait, mais toutes les barrières ne sont pas les mêmes, et on les franchit pas forcément les mêmes. Quand on dit on est au pied du mur, des fois on est au pied d'un muret, et il faut juste trouver une solution tout de suite pour passer ce muret-là. Et des fois on est au pied du mur, dans un grand mur, il faut prendre du recul pour pouvoir remonter, et prendre du recul, c'est pas forcément trop reculer, c'est pour mieux avancer. Mais dans la vie, je dirais que, juste pour terminer sur ça, je dirais que j'ai eu beaucoup de barrières à passer. Elles étaient plus ou moins très hautes, mais pas infranchissables.
D'accord. Que ce soit sur le plan carrière, le plan donc sportif, le plan financier, le plan identitaire, le plan... Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes je dirais, accompli ou que vous accomplissez continuellement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Parce que vous dites, voilà, j'ai passé des barrières. C'est chouette ce que vous dites parce que vous venez de dire, c'était des barrières, elles n'étaient pas infranchissables. Elles étaient très larges ou très voilà, hautes, c'est ça. mais pas infranchissables. Voilà. Et c'est cette confiance en vous qui vous a permis de les... C'est clair. Et des fois, il a fallu aussi accepter de faire quelques pas en arrière. C'est ça. Ouais. J'ai envie de dire reculer, mais ça veut pas dire reculer ne veut pas dire repartir trop en arrière et ça être en retard. Vous prenez pour la prise de recul pour pouvoir encore mieux sauter. Mieux franchir. Mieux franchir. Et continuer à avancer. Et vous qui êtes un grand sportif, Ladji, comment ces périodes de confinement, comment avez-vous vécu ces périodes de confinement? Parce que voilà, vous vous entraînez, vous êtes toujours en train de faire du sport, encore maintenant, on va en parler juste après, mais comment l'avez-vous vécu ces périodes de confinement qui finalement, ce Covid est encore présent? C'est assez délicat dans le sens où on aime bien, en plus un peu tout le monde, on aime bien se projeter dans l'avenir proche, l'avenir lointain. Et aujourd'hui je suis entraîneur, donc on a besoin de dater certains événements pour pouvoir faire des programmations et des programmes, accompagner nos athlètes. Par exemple, là il y avait les Jeux Olympiques en 2020 à Tokyo, circuler à 2021, on est en train de revenir sur une deuxième vague, il faut prévoir 2024, je suis chargé de mission pour 2024, et c'est très, voilà, on est très minutieux sur l'entraînement, on est voilà, sur le programme des semaines d'entraînement, et là on est dans le flou. Du coup, les athlètes le ressentent un tout petit peu, que voilà, nous les entraîneurs on est là, et on n'arrive plus à planifier et à se projeter sur le long terme, même le moyen terme, parce qu'on ne peut pas dater en fait. On est dans le... Est-ce que vous arrivez à vivre, je dirais, d'une certaine manière, l'instant présent, sans trop... Et d'un autre côté, il faut quand même un peu se projeter, parce que... C'est compliqué, on bidouille, oui, malheureusement. Je pense que tout le monde bidouille aujourd'hui, en se disant, on limite la casse, c'est un peu, voilà, on est devant un grand mur là. Un grand mur, on ne sait pas quelle hauteur il prend, quelle largeur il a. On n'a pas assez de recul dessus, donc il faut savoir ralentir sans pour moins arrêter les activités, mais il faut des fois savoir stopper pour pouvoir continuer. Mais c'est vrai qu'on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir se projeter, parce que si tout le monde était... si on pouvait dire, allez, on a un vaccin par exemple, dans 3 mois, il sort... C'est un miracle, Tout le monde sait que allez, il faut tenir 3 mois, tu ralentis, tu te jauges par rapport à... Mis un objectif. Si on dit dans 3 mois, c'est que voilà, on a une perspective. Une perspective et toutes les entreprises dans tous les domaines essaient de s'ajuster aux 3 mois pour pouvoir remettre une impulsion et franchir ce Covid-19. En tout cas, j'espère qu'on va le franchir. Là, c'est compliqué. On va arriver à le franchir. Mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit il y a un instant, que vous êtes maintenant entraîneur. Oui. Alors, vous êtes entraîneur, qui entraînez-vous? Il me semble que vous avez fondé une association. Ah si, ouais. L'association, voilà, c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Quel est l'objectif, quel est le but de cette association de jeunes? Ouais, il y a deux choses. En fait, je suis entraîneur chargé de mission par la Fédération Française d'Athlétisme. Donc, j'entraîne sur l'INSEP, l'Institut National du Sport. Et j'ai oublié, sachant tout le temps l'expertise. Ça va bien se passer. Et désolé, et ça fait 20 ans que je suis là-bas, mais ça change. Tout va bien se passer, les amis. Non, et du coup. Et là, vous entraînez alors quels sont des adultes? Ce sont des jeunes, en fait, des jeunes de 17 à 25 ans. D'accord. En projet pour 2024. Donc d'ici 3 ans, normalement, j'espère que certains athlètes sortiront. Donc en 2024, il y aura les Jeux Olympiques à Paris. À Paris. Et ça, c'est ma mission première. Ma mission deuxième, c'est l'association qu'on a créée avec mon frère et Mathieu, un ancien athlète aussi. C'est d'essayer de démocratiser l'athlétisme, parce que c'est très réglementé, tous les sports, c'est très réglementé, et le rendre un peu plus ludique. C'est vrai qu'on a tous un peu des souvenirs du collège, et désolé les collègues ou profs,
mais de l'athlétisme un peu lassant. Après, ils ont des programmes à suivre, ils ont les programmes Tout est réglementé, quoi. et voilà, ils ne peuvent pas passer beaucoup de temps à faire découvrir l'athlétisme au collège. Et on a pour habitude de faire du cardio et faire des tours de terrain. Et des fois, c'est un peu lassant, même si il faut faire du sport, il faut tout faire. Et j'aime bien le demi-fond. Mais les épreuves comme le relais, le saut en longueur, le saut en hauteur, tout dépend des professeurs. Mais Je vous arrête 30 secondes, vous dites qu'il faut faire du sport. oui. Pourquoi faut-il faire du sport? À quoi sert le sport? Le sport, c'est un outil, mais tellement mal utilisé, je dirais, Ah oui. et tellement vecteur de bonnes choses, vecteur d'insertion, de santé morale, santé physique, c'est ouf. Et sur le surpassement de soi, sur la confiance en soi, le sport, c'est souvent vu par le collectif, mais en fait, c'est l'individu ou l'individuel qui est au service de l'équipe. C'est très collectif, l'individu est au service de l'équipe. Oui, il faut que individuellement tu sois prêt à surmonter certaines choses pour aider une équipe ou aider ton équipe. Une équipe, ça peut être un collectif comme le foot, le rugby, le basket, et un collectif comme en athlète, l'athlète, le pilote, avec le kiné, le préparateur physique, le mental, les collègues d'entraînement, tout ça. Et d'avancer en groupe comme ça, c'est super, surtout que ça apporte vachement de choses pour tout le monde. Au niveau santé, on le dit, on le répète, par exemple, il y a des trous dans la caisse sociale. Oui, c'est ça. Éduquer tout le monde à bien manger, à bien se dépenser. Et se dépenser, c'est pas forcément se mettre... Mais avoir une hygiène de vie, quoi. Voilà, il suffit que certaines personnes... On commence trop tard, je trouve, en France, mais je dirais qu'il y a des personnes âgées qui commencent à faire de la marche quotidienne. Oui. Et ça, c'est du sport. C'est du sport. Marche quotidienne, mais trop tard, quand les problèmes sont là. Oui. Parce qu'ils ont un peu de... Donc vous invitez à commencer dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, Oui. qu'on ait cette éducation-là dès la petite enfance. Je voudrais que vous reveniez sur le... D'un côté, vous êtes conseiller à la Fédération française, et de l'autre côté, vous avez votre association. Voilà. Et l'association, c'est essayer on délocalise plus ou moins le stade et on l'amène en bas des zones reculées, quartiers, zones rurales. Vous faites du sport dans les quartiers. Dans les quartiers, ouais. Dans les zones rurales, dans les... Voilà. Quel est l'objectif? Et de montrer qu'on peut faire du sport partout, tout simplement. Qu'on peut faire de la confrontation. Le sport fédère? Mais bien sûr. Dans les quartiers, le sport fédère. Ah, le sport est fédère, mais... Et concrètement, que faites-vous alors? Donnez-nous un exemple. Par exemple, on va à Mantes-la-Jolie, à Grigny, on va à Lille-Saint-Denis, on va à Nantes, on va à Lille, on va partout. Partout, presque partout on essaye. Et on met de la musique en bas des tours. Les gens viennent, ils se demandent qu'est-ce qui se passe, on leur dit on va faire un peu de sport, ils sont là, non. Et souvent le samedi ou le mercredi, on fait venir des écoles et on fait faire de la confrontation, des 1 contre 1 sur du sprint, on fait des concours de détente, des concours autour du bâtiment, autour de la place de la ville. Et les jeunes, vous voyez une transformation dans On voit le début, à 14h ils sont là, ils n'ont pas envie de courir. C'est les plus petits qui veulent courir parce qu'ils aiment bien s'amuser. Les plus grands, c'est de 8 ans à 16 ans. Ceux de 14, 15, 16 ans, non, ils sont un peu rebelles, ils n'ont pas envie. Et puis on fait courir leurs profs. Souvent les profs, ils ont des petites frictions avec certains élèves. Et quand on fait courir les profs donc, du collège du sud de la ville contre le collège du nord de la ville où il y a des frictions, quand les profs se surpassent pour essayer de bien représenter le collège et que ça soit amusant, tout de suite tous les élèves sont là, c'est mon prof. Ouais, alors qu'en venant sur le stade éphémère, il y avait toujours un petit décalage. Et là du coup, d'être représenté par leur prof et que leur prof gagne ou qu'il perd, il y a un sentiment de vengeance. Et c'est de le représenter le collège, compétition. Et puis il y a une émulation qui tourne autour et puis il y a le respect. Bon maintenant on ne peut plus serrer les mains parce que règle sanitaire, mais là c'est convivialité, tout le monde... Et vous courez avec eux? Oui, vous êtes sur le terrain avec eux? Oui, je suis sur le terrain, je donne le départ, il passe entre moi et le caméraman derrière, donc avant moi, après, partez, des règles simples, ce qu'on fait dans la cour d'école, on le refait. Est-ce que alors vous êtes suivi, est-ce que
Vous avez un partenariat peut-être avec la mairie Ouais, de Paris avec la mairie de Paris, avec les municipalités des villes dont on fait la tournée. On a un partenaire qui est Nike et Équipementier qui nous accompagne sur 25 dates à l'année pour développer et faire, faire du sport dans les quartiers, tout simplement, les zones rurales. Où pouvons-nous vous retrouver quel est le lien sur le Golden site, Blocks. Golden Blocks, j'ai mon... Mais oui, carrément. J'ai mon Voilà, un Golden masque, hein, je suis équipé. Hein. Mon masque, c'est goldenblocks.fr, un site internet, il y a un Instagram, il y a un Twitter. Les amis, suivez notre ami parce que le sport fédère et Ladji vient d'en parler avec vous. Et on fait une grosse tournée comme ça, on va dans les villes de Paris et de province, et on fait une grande finale sur Paris. On essaie d'associer culture et sport, ça va souvent ensemble. Et on en profite pour que les jeunes puissent découvrir un peu la culture française dans leur ville et sur Paris. C'est génial, la culture française dans la vie. Et alors peut-être une dernière question. Comment dirais-je, quel message pourriez-vous adresser à la jeunesse d'aujourd'hui qui finalement ils nous écoutent et vous suivent, parce que suivre les leaders, tout à l'heure vous vous définissiez d'une certaine manière comme un leader, parce que vous avez dépassé, vous avez surpassé les personnes finalement qui vous suivent. Quel est le message d'espérance que vous pourriez leur donner? Moi je dirais, après je sais pas si, j'ai jamais voulu être un exemple, j'ai toujours accepté qu'on me prenne pour un exemple, mais je veux pas être un exemple, je veux être juste un petit chemin. Un petit chemin. Sur lequel on un marche, exemple de chemin, donc pas un chemin. exemple simple. Mais je dirais que moi j'ai toujours pensé comme ça, j'avais une phrase, je sais pas si on l'a déjà vu, j'avais une phrase et que je me disais tout le temps que je suis jeune, c'est l'échec n'est pas une fatalité, mais ne pas se relever peut l'être. Et là j'y allais, je cogitais, je disais ah oui j'aime bien cette phrase, et je la répétais. Redites-la. L'échec n'est pas une fatalité, mais ne pas se relever peut l'être. Donc il faut essayer. Tu as le droit de te vautrer, te planter, te tromper, mais il ne faut pas t'arrêter. Il faut essayer, ose, essaye. Voilà. Eh bien, les amis, c'est sur cette belle parole. Merci Ladji Doucouré d'être venu nous voir. Merci pour votre joie de vivre. Merci. Et je vous souhaite une excellente journée et félicitations pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Les jeunes ont besoin de vous. Allez-y, c'est gentil. soyez le chemin. Merci à à bientôt. vous. Excellente journée à vous. Merci.